à toutes et à tous pour cette cinquième édition d'Atelier d'une fois une voix, dont le thème, je le rappelle, cette année est métamorphose. Le thème de cet atelier est comment prendre la parole et on est ravi de recevoir donc Sophie Marchand. Salut Bonjour, Sophie. salut. Merci de m'accueillir à nouveau et merci aux participantes et participants d'être là. Sophie, tu es journaliste et autrice. Pour te présenter toi, tu as passé 10 ans à Radio Nova et tu écris des documentaires et t'intéresses plus généralement à l'écriture du réel. Et tu as été aussi, je tiens à le signaler quand même, tu as été membre du jury de la quatrième édition d'Une fois une voix, donc l'année dernière. Donc ça te rend particulièrement sensible à Ouais. la production, à ce que produisent les ados dans le cadre de ce concours. Ben ouais, c'était très riche comme enseignement parce que j'ai découvert aussi les manières de faire, enfin les approches que les ados pouvaient avoir. Bah alors, parfois ils sont encadrés par des professeurs documentalistes notamment, mais parfois ils y sont allés aussi par eux-mêmes et c'était super riche de découvrir la manière de se saisir des sujets qui étaient proposés, d'imaginer des formes, de prendre la parole justement. Pour lancer la conversation, Sophie, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que, avant de prendre la parole, de concevoir son podcast, de réfléchir à ce que l'on va dire dans le fond, est-ce qu'il faut réfléchir d'emblée à la forme ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se construire au fur et à mesure? Tout ce que je vais dire à chaque fois, c'est des choses qui sont les choses que j'aime bien faire moi, mais qui sont pas qui n'excluent pas d'autres manières de faire vraiment. Moi, je pense que ça vaut le coup de réfléchir à la forme, et avant de réfléchir à la forme, de réfléchir de manière plus globale à ce qu'est le podcast, aux formes que le podcast peut permettre dans l'absolu. Et c'est-à-dire que je pense que ça peut valoir le coup de se faire un peu, je le dis entre grandes guillemets, parce que je veux pas du tout que ce soit quelque chose qui soit écrasant ou qui donne l'impression que ça éloigne, mais je pense que ça vaut le coup de se faire une culture podcast parce que en France, notamment, on a beaucoup de chance. On a une radio publique qui a encore un peu d'argent. On a notamment Arte Radio qui en a aussi un peu. On a bref des structures publiques et pas que. On a aussi beaucoup de studios de production qui donnent accès gratuitement à des podcasts, des œuvres vraiment originales, des séries, des tas de choses qui peuvent exister. Et alors, je peux comprendre que justement la somme de choses qui est sortie ces dernières années peut donner un peu le vertige, hein, parce qu'il y a un océan d'œuvres à découvrir. Mais ça vaut le coup, je pense, voilà, de commencer quand on s'intéresse au podcast, avant de se dire, il faut que j'en fasse un absolument, parce que parfois c'est une urgence, parfois ça vient vraiment comme On a très envie de faire un podcast, on a très envie de se saisir d'un micro, on a envie de raconter des choses. Ça vaut le coup, en complément de cette envie-là, de ne pas freiner cette envie, mais voilà, de se faire une culture et de commencer par se dire, OK, le podcast, ça fait 20 ans que ça existe en France. Si on ne compte que le podcast natif, qui a été lancé notamment par Arte Radio, la création radiophonique, ça existe depuis très longtemps. Et donc, il y a des tas de choses qui existent. Et donc, par exemple, si on s'intéresse à un sujet précis, une thématique précise, ça peut valoir le coup de faire une recherche pour voir s'il y a déjà d'autres choses qui ont été produites sur le sujet, s'il y a déjà d'autres personnes qui s'y sont attachées, etc. C'est une manière de se faire une culture podcast quand on a en tout cas une idée précise de ce qu'on veut faire. Et si on n'a pas d'idée de par où commencer et qu'on ne sait pas vraiment par quel bout approcher le podcast, eh ben, il y a des choses qui sont pratique, c'est qu'il y a des curateurs, je sais pas comment le terme est pas très joli en français, mais il y a de la curation qui est faite. Et il y a notamment plusieurs choses. Il y a les plateformes d'écoute. Donc, je ne sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, mais que ce soit Apple, que ce soit Spotify, que ce soit feu Google Podcast, mais toutes les plateformes comme ça font de la curation. C'est-à-dire que elles sont chargées de mettre en avant des podcasts qui leur ont plu. C'est une manière d'approcher déjà des bonnes œuvres. Il y a d'autres personnes, comme Mathilde Mélin notamment, qui est une journaliste qui dans son émission Sans Algo, propose de la curation de podcasts. C'est un peu du podcast sur le podcast, mais c'est une manière quand même d'approcher ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que je pourrais vous conseiller. Je pourrais vous mettre les noms hein, si vous voulez en parallèle. Il y a d'autres curateurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Grégoire Écoute. C'est quelqu'un sur Instagram qui, depuis un an, tous les jours, propose et analyse un podcast qui lui a plu, un bon podcast à découvrir. Et je pense que c'est
une première porte d'entrée qui est une manière de se familiariser avec tout ce qui sort, parce qu'en fait, la production est quand même très, très riche. Je pense que chaque semaine sort au moins des replays radio, des fictions, des petites pastilles, des interviews dans le format. Le genre en plus se renouvelle, donc c'est pas forcément simple de se faire une culture podcast si on tape juste podcast sur Google, mais il y a d'autres portes d'entrée possibles. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que la culture podcast, elle a du sens si jamais vous avez la chance de parler une autre langue, notamment l'anglais. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis notamment, qui ont permis d'imaginer vraiment des formes très originales du podcast, notamment en termes de polar. Il y a le très grand podcast historique qui s'appelle Serial, qui est le premier grand podcast qui a eu 250 millions d'auditrices et d'auditeurs, donc c'est énorme. Et donc ça fait partie, je pense, des premières choses à découvrir, à écouter. Et je pense qu'en découvrant toutes ces formes, on peut commencer à se dire, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'aimerais faire comme podcast? Et je pense que c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait faire du cinéma. On aurait du mal à imaginer quelqu'un qui veut faire du cinéma, même un court-métrage tout à fait autonome, qui n'ait jamais vu de film dans sa vie ou qui en tout cas ne s'intéresse pas particulièrement à ce qui a déjà existé. Ça vaut vraiment la peine de savoir avant de se lancer et de se dire, OK, est-ce que j'ai envie de faire de la fiction? Est-ce que j'ai envie de faire un podcast en première personne? Est-ce que j'ai envie de faire un documentaire où je tends le micro mais on ne m'entend pas? Et puis au-delà de se dire ce que j'ai envie de donner comme forme, il y a aussi la durée que j'ai envie de donner à ce podcast-là. Est-ce que j'ai envie que ça dure 1 heure et demie ou est-ce que j'ai envie que ce soit quelque chose de très court et de très efficace? Alors, je le dis aussi, je le précise, faire une culture en podcast, je crois, ne veut pas dire se formater. C'est-à-dire ne pas se... Ça ne veut pas dire, ah, c'est impossible, il faut forcément faire un podcast qui dure 25 minutes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vraiment, je ne pense pas, et pour s'en rendre compte, ça vaut la peine de varier un peu les endroits où on va découvrir du podcast. Par exemple, si vous écoutez Arte Radio et Radio France ou France Culture, qui produit d'excellents podcasts, ça vaut aussi la peine de se dire, OK, du côté des studios indépendants, il y en a quelques-uns qui sont vraiment des studios qui ne sont pas financés par des marques, qui ne sont vraiment, c'est par l'amour, pour l'amour du podcast. Je pense notamment à un collectif qui s'appelle Transmission, qui vraiment forment en fait des gens qui n'ont pas c'est pas leur métier de base et qui ont ils ont envie de se former de manière très démocratique et accessible et gratuite. Et donc ça donne aussi des formes très originales de podcast. Voilà, c'est par ailleurs voilà se faire une culture podcast. Je pense que c'est l'occasion de mesurer à quel point tout est possible. C'est tellement excitant le podcast pour ça. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de trucs qui se font pas. Il faut simplement se dire, OK. Comment on fait? Par ailleurs, il y a autre chose, je précise, parce que je rentre tout juste d'un festival qui s'appelle Longueur d'onde, qui est un festival brestois, qui est le grand festival de la création radiophonique historiquement, qui depuis quelques années est aussi devenu le grand festival du podcast, à côté du Paris Podcast Festival, qui est le deuxième festival. Et ça vaut le coup aussi de, chaque année, regardez un peu le palmarès, regardez un peu qui sont les autrices et les auteurs qui ont été primés ou en tout cas mis en avant, sélectionnés. C'est une manière, comme une autre, mais de se faire un peu une idée de ce qui existe parmi la variété et l'océan de choses qui voilà, sont disponibles chaque jour, chaque semaine en France, en tout cas. On parle de podcast documentaire, mais il y a une typologie, enfin, énorme, quoi, de Ouais, podcasts. oui, parce qu'en fait, le podcast documentaire, ça peut tout, et, enfin, je veux dire, c'est comme le documentaire, finalement, enquête exclusive, c'est autant un documentaire qu'un documentaire d'auteur. Ça, je parle pour la télévision, dans le podcast, c'est pareil. Un documentaire qui va avoir 3 ans de production parce que, par exemple, Radio France ou Arte Radio ont des moyens de financer ça, c'est autant un documentaire que quelqu'un qui n'a qu'une semaine dans sa vie pour faire un docu, et c'est un geste très spontané, ça va être voilà, ça va être une certaine forme guidée aussi par une réalité économique, une réalité de production, etc. Mais c'est autant une forme documentaire. Et ça, c'est intéressant, c'est que dans le podcast, moi, ce que j'aime vraiment passionnément dans le podcast, c'est que c'est pas que les grosses productions qui arrivent à produire des choses, c'est pas que les autrices, auteurs extrêmement bien en place qui arrivent à faire des choses innovantes. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les idées.
Il y a de la place pour tous les formats. Et voilà, pour se faire une place, en tout cas, voilà, il faut se poser la question de, OK, qu'est-ce qui existe déjà, etc. Et je pense que c'est une manière de se dire, moi là-dedans, qu'est-ce que je veux faire? Et quand je veux dire qu'est-ce que je veux faire, ça sous-tend d'autres questions. Ça sous-tend la question déjà pourquoi je veux faire un podcast. Bon, Mmh. est-ce que c'est parce que je participe à un super concours qui s'appelle Une fois une voix, qui est organisé, et j'y participe avec ma classe, avec mon lycée, avec des initiatives qui ont lieu dans mon lycée? Est-ce que je veux le faire pour raconter une histoire qui me tient à cœur depuis très longtemps et que je n'arrive pas à extérioriser autrement, j'arrive pas à lui donner une place autrement et c'est là dans mon cœur depuis longtemps. Est-ce que c'est parce que j'ai très envie de me marrer et que je me dis, bon, bah, on a une époque où les téléphones portables ont des micros et c'est super parce que ça permet très facilement et très démocratiquement d'enregistrer des choses et par ailleurs, vous avez fait des ateliers sur le montage et vous allez en refaire une fois une voix, mais il y a non seulement des outils d'enregistrement qui sont gratuits, mais aussi des outils de montage assez simplement, on peut vraiment créer et sortir, produire un podcast vraiment digne de ce nom, quoi. C'est pas si compliqué que ça. Et je comprends que ça donne très envie de se dire, bon, bah, let's go. Ou parce que j'ai je sais pas, une autre manière de penser un podcast, ça peut être, j'ai quelqu'un de marrant. Je Mmh. connais quelqu'un qui est une personne âgée, par exemple, qui a une manière marrante de parler ou originale, et j'ai envie d'enregistrer sa voix avant que ça disparaisse, ou parce que juste, c'est des moments précieux. Tout ça, ce sont Mmh. de très bonnes raisons. Toutes les raisons de faire un podcast sont des bonnes raisons de faire des podcasts, vraiment. Mais ça veut dire qu'on va pas les faire de la même manière. Et ça veut dire qu'elles vont pas prendre forcément la même forme. Se pose aussi, je crois, la question de l'adresse. À qui on Ouais. adresse ce podcast? C'est la question que j'allais te poser en effet. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose bah, finalement auquel il faudrait penser tout de suite en amont en fait? À qui est-ce que je parle quoi? Ben, alors, il y a deux choses. D'abord, on ne peut pas exactement savoir un podcast, sauf quand il vient, je sais pas, par exemple, vous avez l'année dernière donné la parole à quelqu'un qui s'appelle Jeanne Mayer. Elle est autrice, elle collabore avec l'émission Les Pieds sur Terre. Ben, les Pieds sur Terre, à peu près, ils savent qu'ils parlent à 1 million ou 2 millions de personnes par épisode. C'est très vaste, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup de gens qui est le public un peu type de France Culture. Quand on sort un podcast un peu de manière autonome, eh ben, on peut se dire, bon, bah, peut-être que je le sors pour d'abord mes amis, ma famille, en tout cas mon cercle proche à qui j'ai envie de le faire écouter. Ou alors pas du tout, pour plein de raisons qui vous concernent, mais j'ai très envie de le faire écouter à des professionnels. Donc dans ce cas-là, c'est encore autre chose. Ou alors j'ai envie de le faire écouter bah, à qui voudra l'entendre. Voilà, je le mets dans l'océan qui est Internet. Et si les gens tombent dessus, c'est super. En fait, se poser cette question-là, c'est aussi se dire, voilà, si moi je fais un podcast pour un public de lycéens, évidemment, je ne vais pas le faire de la même manière que si je le fais pour un podcast qui est à destination des universitaires. Et ça, c'est quand même une manière de se dire, bon, bah voilà, il y a différentes façons de faire, il y a différents langages, il y a différentes formes. Il y a aussi la durée va dépendre. Si c'est un podcast voilà, qu'on veut être le plus populaire possible, et par Mm. populaire, je veux dire qui touche le plus grand nombre, bah, je vais pas faire un podcast de 18 heures. Parce que je sais que les gens ne vont pas forcément passer 18 heures à écouter un podcast. En revanche, il y a des formats qui sont plus pédagogiques, qui fonctionnent mieux, c'est-à-dire des formats plus courts. Ça varie, hein, ça peut être du 5 minutes autant que du 25 minutes. Ça peut monter jusqu'à 40 minutes. Au-delà, on sait que c'est un peu exigeant comme forme. Mais oui, ça vaut le coup de se poser la question de ce que je veux raconter, notamment parce qu'en fait, ce que je veux raconter, ça dit aussi comment je veux le raconter. Ça dit aussi comment je veux m'adresser. Quel est le niveau de langage que je vais avoir, quel est le niveau de pédagogie que je vais avoir, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu, voilà, se renseigner, se poser des questions, voilà, se poser ces questions-là. Est-ce que tu vois des formes qui émergent, des formes un peu nouvelles justement de podcasts? Ben, alors, il y a des formes nouvelles de podcast. Je me pose la question en même temps. Oui, déjà, il y a tout le temps des nouvelles manières de faire. Et c'est de plus en plus, je trouve que le podcast est de plus en plus intime, au sens où il est saisi vraiment par des... parce qu'il y a une époque où le podcast, si tu veux, c'était des journalistes qui ont l'habitude de prendre la parole dans d'autres médias, vont faire du podcast en première personne pour nous raconter des choses qui n'ont pas la place de raconter dans d'autres médias. Pendant Mm. longtemps, c'était un peu ça, le podcast, c'était vraiment voilà, ce média-là. Je trouve que de plus en plus, c'est devenu notamment un média qui est saisi par des personnes qui n'ont pas la place de raconter les choses ailleurs, pour plein de raisons.
voilà, c'est des voix qu'on n'entend pas partout d'ailleurs, et je trouve que c'est effectivement des nouvelles, alors sinon des nouvelles formes, au moins des nouvelles paroles au sens large qui émergent. Et je trouve que je suis ravie de le voir. Il y a vraiment des jeunes qui s'en saisissent, il y a des personnes qui ne sont pas du tout formées aux médias, qui ne sont pas des jeunes journalistes, etc. Il y a des gens qui le font de manière artisanale chez eux. Il y a des gens qui se disent bah, je vais me lancer parce qu'en fait c'est de plus en plus faisable. Donc oui, il y a des nouveaux podcasts qui émergent. Et alors est-ce qu'il y a des nouvelles formes? Ouais, enfin il y en a tellement, il y a tout le temps des nouvelles formes qui émergent. Après, est-ce qu'il y a des nouvelles formes dominantes? Ben, je pense que ce qui domine un peu en ce moment, pas forcément dans les podcasts que moi j'aime écouter, donc je suis pas une spécialiste par ailleurs, mais il y a les formes de podcasts conversationnels, comme on dit. C'est-à-dire quatre personnes autour d'une table qui ouvrent un micro et discutent d'un sujet, voilà, qui leur tient à cœur voilà, ensemble parle de thématiques, de sujets. C'est des conversations un peu libres, un peu voilà, à bâton rompu. C'est un peu inspiré de ce qu'était la radio libre dans les années 90 pour celles et ceux qui l'écoutaient à l'époque. Ça, c'est un peu la mode. Ça vient des États-Unis notamment, où c'est des podcasts euh, très, je veux dire, c'est très lié au milieu de la tech, c'est très lié au milieu de, enfin, c'est un peu le- il y a des podcasts très influents aux États-Unis qui sont aussi des podcasts conversationnels, politiques, parfois masculiniste, parfois, voilà, ça c'est un peu les nouvelles formes qui émergent de podcasts où on est libre de dire ce qu'on veut, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire aussi, hein, à mon sens. Bah, du coup, ouais, tu as parlé de podcasts donc, qui disaient de plus en plus l'intime aussi, etc. Et je pense que bah, ça vient ouvrir un autre sujet. Le thème de cette année, Métamorphose, il peut aussi se prêter pas mal à se dire, en fait, soi, et à se mettre en voix. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils en fait sur la manière de se mettre en voix, comment se dire soi? Ça, je pense qu'il y aurait autant de réponses que de personnes qui l'ont fait. Si je dois revenir à ma toute petite expérience de ça, parce que je suis pas, encore une fois, j'ai pas de... Voilà, j'ai fait j'ai fait rarement, mais je l'ai fait sur un podcast précisément, de parler en première personne. En fait, je me suis lancée. Je me suis lancée avec effectivement déjà une idée un peu de ce que je voulais raconter, mais je me suis lancée, c'est-à-dire avec le micro, ou en tout cas avec l'écrit en me disant, bon, bah, ça fait peur. Ça peut faire peur. Il y a des gens pour qui c'est libérateur. Il y a des gens pour qui, je pense, il y a des gens qui ont une appétence pour le micro, qui ont très envie de parler d'eux, etc. Et il y en a d'autres pour qui ça peut faire peur. Et donc, moi, mon conseil, c'est vraiment, voilà, euh, essayer de s'exprimer, tester. Parfois, écouter sa voix, c'est pas très agréable, mais enfin, il y a beaucoup de gens pour qui écouter sa voix, mais ça vaut le coup quand même d'essayer des petits enregistrements avec son téléphone, de se réentendre, de se dire, ok, bah, ça correspond à peu près à ce que j'ai envie de raconter. Ça vaut le coup de tester aussi son ton. En fait, c'est difficile de trouver le juste ton. Le micro, il est un peu impressionnant parfois, ou alors on se met un peu à distance, donc on va avoir une voix un peu empruntée, pas très naturelle. En fait, il faut essayer de trouver son ton naturel, qui n'est pas forcément le même ton qu'on a dans la vie de tous les jours, mais qui est un ton naturel pour transmettre des choses, voilà. Et ça vaut le coup pour ça. Si vous avez envie de faire un podcast où c'est vous qui racontez, qui guidez le documentaire avec votre voix, ça vaut le coup d'essayer. Ça se trouve, du premier coup, vous allez enregistrer, vous allez vous dire, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est super, il y a une continuité entre mon micro, ma main, ma voix, mon cerveau, c'est top. Ça ressemble à ce que je veux, ce que j'aime, et puis je me lance et j'y vais. Et puis peut-être, il y en a d'autres où ça va peut-être, il y a d'autres personnes pour qui ça va peut-être être un peu, ça va faire un peu peur, mais ça vaut le coup de continuer à essayer, de tester des choses, de tester des formes, de tester des manières de s'enregistrer, des endroits. Il y en a qui ont besoin d'être en pleine rue, dans un café. Bon, il y en a qui ont besoin d'être dans un studio avec des quatre murs, voilà, tout est bien, comment dire, séparé de la vie réelle. C'est dans un espace un safe place. Il y a des gens qui conseillent de s'enregistrer, par exemple, dans le noir. Parce que dans le noir, ça prête à une plus grande intimité aussi. On laisse un peu tomber l'idée du regard des autres. Il y en a qui le font vraiment, de s'enregistrer dans le noir. Voilà, trouver un endroit qui vous est agréable, qui vous est cher. Enfin, ça peut être une manière d'apprivoiser sa voix. Je pense que avant de trouver sa voix, il faut la chercher et il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire il faut la tester et il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je vais donner de moi aussi dans ces œuvres-là.
on donne beaucoup de soi quand on fait un podcast on le donne notamment quand on le diffuse. C'est beaucoup de travail en amont, c'est du temps passé, etc. Mais c'est aussi, voilà, on donne quelque chose et je veux dire, avant les réseaux sociaux, c'était quand même assez rare de se raconter comme ça. Et par exemple, moi, je serais incapable de le faire sur les réseaux sociaux. Je serais incapable de faire une story où je me filme, où je raconte. Il y en a pour qui ça fait partie de leur quotidien et de leur manière de communiquer. Et franchement, je les envie vachement. Mais voilà, dans le podcast, je peux imaginer qu'il y en a certains pour qui ça fait aussi très peur de prendre la parole. Mais parfois, quand même, ça gratte. Parfois, on a envie, on y revient, on se dit que on a quand même envie de porter, notamment quand c'est par exemple un documentaire, on se rend bien compte que, il y a des sujets qu'on peut pas juste. Les pieds sur terre, par exemple, c'est des documentaires qui existent sans voix off. Ils Mmh. n'ont pas besoin du journaliste ou de la personne qui va raconter pourquoi elle a eu envie de faire ce sujet, parce qu'en fait, c'est des sujets qui en soi fonctionnent bien. Il y en a d'autres où il faut un peu de passeur, il faut un peu de lion. Il faut quelqu'un qui nous accueille, nous accompagne, nous explique. Ça veut aussi dire parfois met des trigger warnings ou met voilà, met du contexte, rajoute des choses. Et ça aussi, je pense que voilà, c'est une manière de trouver sa place, de trouver sa voie. Ça vient aussi en construisant pardon, en construisant la chose, hein, mais c'est une manière de faire, je pense. Voilà, de tester, d'essayer, de s'enregistrer, je sais pas, de faire des notes vocales à soi-même et de les réécouter. Ça, Mmh. c'est une méthode toute simple, mais c'est voilà, c'est une manière d'avoir de moins en moins peur et de s'amuser de plus en plus. Il y a des gens qui vont, je suis sûre, il y a des gens là qui écoutaient, peut-être vous, ça vous me fait marrer, il n'y a jamais eu de problème enfin, vous avez jamais eu peur de prendre le micro et puis vous êtes tout de suite dit c'est trop cool. Peut-être que vous travaillez avec des gens qui le font super facilement, quoi. Peut-être que pour d'autres, ben, c'est plus compliqué. Je sais que tu as sélectionné Ouais. plusieurs extraits qui voilà, sont autant de façons Ouais. diverses de se mettre en voix. Donc peut-être on peut en écouter. Tu peux peut-être en dire deux mots, les présenter. Alors, Voilà. j'ai choisi des podcasts qui sont. Alors, là, on va vraiment parler que des podcasts qui sont en première personne, c'est-à-dire des personnes qui disent je, qui racontent quelque chose d'elles-mêmes pour des raisons qui sont politiques, humoristiques, enfin, de succès, hein, pour toucher un public, etc. C'est plusieurs manières de prendre la parole. C'est que des podcasts qui sont sortis ces 3 dernières années, je crois, qui sont que des podcasts natifs, pas des replays radio, etc. Donc voilà, et j'ai essayé de varier un peu les formes, les, hum, les types de production. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous dire les types de budgets qui ont été engagés sur ce genre de projet-là. C'est pas les mêmes budgets. Et donc, on va commencer par un premier podcast. Louis. Il y a quelque temps, j'étais en plein bouleversement professionnel. Je me sentais déconsidérée, pas vraiment respectée, impuissante surtout. Et une nuit, à 4 heures du matin, je me suis réveillée avec une rage terrible au ventre. Un truc que je connaissais pas. Vraiment inédit pour moi. J'étais dans mon lit et je ne savais pas quoi faire de cette boule d'énergie que je pouvais presque sentir. Vous voyez les grosses boules de feu là dans Dragon Ball Z? J'avais ça dans le bide. J'ai reconnu la colère, l'émotion pure, le concentré plus. Autour de moi, tout le monde dormait. Je me souviens qu'en plus, toute seule, en train d'essayer de ne pas exploser dans mon lit parce que je voulais réveiller personne, je me suis dit que de toute façon, cette colère, je pourrais pas l'exprimer. Que ça allait gêner les gens, qu'ils allaient minimiser et que ça donnerait une mauvaise image de moi. Je me disais, en plus, si je commence à dire des choses, je vais perdre le contrôle. Bref, je sentais simultanément l'intensité de cette colère et l'impossibilité immédiate de l'exprimer. Et donc cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas, j'ai crié dans mon oreiller, j'ai tapé dans des trucs, et puis au bout de 2 heures, j'ai réussi à m'endormir. Et 2 jours plus tard, j'ai eu une maxi-angine blanche et un abcès dentaire en même temps. Je crois que c'est de là très exactement que me vient cet épisode sur la colère. Qu'en faire avant l'abcès dentaire? Que faire de ces colères qu'on nous intime de ne pas exprimer avant qu'elles ne nous détruisent nous ou les autres autour de nous? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Voilà, le podcast s'appelle Émotion, la journaliste animatrice s'appelle Marie Misset, et c'est un podcast qui nous décrit un peu la méthode qu'elle a eue pour créer Enfin, voilà, il y a un côté un peu didactique parce qu'elle nous explique un peu la méthode qu'elle a choisie, c'est-à-dire qu'elle a eu l'idée de la thématique en l'expérimentant un soir, cette colère-là,
après avoir vécu, elle a eu envie d'enquêter. Si vous écoutez le reste de l'épisode, vous allez voir qu'en fait, elle part de cette émotion-là, et donc de cette sensation et expérience, pour ensuite aller enquêter auprès de spécialistes, donc des psys, mais aussi des témoins, des amis, des gens qui vont lui partager des émotions similaires, en tout cas des choses, des expériences intimes qui ressemblent. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous pouvez répondre ou pas. Est-ce que vous avez l'impression que cette introduction qu'elle fait, c'est un truc qu'elle a enregistré comme ça spontanément? Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. En tout cas, ça utilise vraiment des codes de l'oralité. C'est des codes de la conversation spontanée. Mais il se trouve que Marie Misset, qui est une journaliste très douée par ailleurs, elle a écrit ce texte. Mais elle l'a écrit d'une manière qui est l'a réécrit à la manière de l'oral. C'est-à-dire que c'est une façon de faire qui fait que on n'est pas en train de plomber la personne, en train de dire bonjour, je m'appelle Marie Misset et voici mon émotion. Mais elle l'a écrit, elle l'a répété, elle l'a rejoué, elle se l'est mise en bouche. Elle a réussi à faire voilà, une spontanéité et à créer l'apparence de la spontanéité qui fait que son podcast, il est hyper sympa à écouter. Et il est il donne très envie voilà, de partager cette émotion. Il crée ce qu'on cherche aussi quand on dit jeu, c'est de susciter un nous collectif, en tout cas une impression de collectivité un peu, voilà, un peu commune. Et donc, elle arrive à le faire parce qu'elle nous partage vraiment cette intimité-là. Euh, voilà, ça, c'est le premier type de manière, enfin, la première manière qu'il y a de prendre la parole. Donc, vous voyez, il y a un truc un peu, une signature un peu typique qui est c'est les Américains qui faisaient ça pendant des années, mais maintenant les Français le font aussi. On raconte un truc et après on dit, je suis nanana et je suis, voilà, ça c'est un truc assez, je vais vous raconter mon histoire. C'est un truc de storytelling aussi qui fonctionne très bien. On commence par une histoire forte, donc on prend la parole en racontant un truc qui est très perso, très intime. Ensuite, on dit, voilà pourquoi ça va être le sujet de mon épisode. Pam, je suis Marie Misset. Sachez que j'y pense en même temps que je vous le dis. Augustin Trapenard, que vous connaissez peut-être à l'époque, où il avait son émission qui s'appelait Boomerang. Peut-être que vous vous souvenez de de ces incroyables introductions qu'il faisait à son émission. Eh ben, sachez qu'en fait, il écrivait tout et ensuite il apprenait par cœur de manière à ce que ce soit à la fois très écrit, très sourcé, très puissant comme introduction, mais que ce soit aussi avec une impression d'oralité. L'impression d'oralité, elle est importante dans le podcast. Elle est ce qui distingue, par exemple, je crois, le podcast de la radio, qu'on appellera la radio à la papa, qui peut se permettre d'être vraiment très lu, très, voilà, très pédagogique, très universitaire. Le podcast, c'est pas ce qu'on veut. Le podcast, on veut du soi, on veut de l'intime, on veut, mais c'est pas toujours simple de le faire spontanément. Moi, je serais incapable de brancher mon micro. Si je devais fonctionner, je le ferais exactement comme Marie Misset l'a fait. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire autrement. Et c'est là où je vous fais écouter la suite d'un autre podcast qui n'a rien à voir. Et Euh, pardon, je te coupe ouais, 2 secondes, mais parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur cette tension en fait qui peut avoir l'air un petit peu paradoxale entre l'écrit et avoir le sentiment d'oralité. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui, en fait, je pense, est hyper enfin, intéressant et sur lequel il faut vraiment appuyer aussi avec les jeunes parce que, ouais, ouais, enfin, travailler, même si c'est écrit, travailler l'oralité, c'est ouais, t'as hyper raison. important pour aussi couper cette espèce d'effet exposé, en fait, qui peut faire Ouais. très colère quand on lit quelque chose. Ben, voilà, et pas hésiter à mettre un flow, en fait, hein, un On petit dit peu. mettre en bouche. Nous, l'expression consacrée qu'on a, c'est se mettre le texte en bouche. C'est-à-dire Voilà. vraiment, voilà, aller répéter, le relire, l'adresser à quelqu'un, se dire à qui je parle, s'imaginer de le dire en pensant à un ami, un proche, de la famille, de manière à ce que voilà, ce soit mis en bouche et que ce soit le plus naturel possible. Mm. Effectivement, il y a une tension, parce que par définition, ce qui est écrit et déjà fixé n'est pas naturel, et en même temps, il faut aussi l'écrire de manière naturelle. C'est-à-dire que quand vous l'écrivez, il faut l'écrire comme si, avec un langage, je le dis souvent dans les gens que j'aide, parce que parfois j'aide des gens à faire des podcasts, par exemple, des mots comme, je sais pas, il y a des adverbes qui sonnent jamais naturels. Il y a des adverbes qu'on ne dit pas à l'oral. On le dit à l'écrit, mais on ne le dit pas à l'oral. Donc il faut toujours se dire, tiens, mais est-ce que je le dis comme ça à l'oral? Ou est-ce que je le dis pas comme ça? Et si je le dis pas comme ça, il faut simplifier le texte. Il faut faire sauter les mots qui ont l'air un peu trop,
compliqué et complexe à dire, parce que c'est sûr que ça va pas sonner naturel, en fait. Et effectivement, tu as raison de le préciser, quand vous avez des élèves, je sais pas, Patricia, si vous avez des élèves que vous essayez de former, il y a toute une partie du travail, c'est la réflexion en amont, l'écriture, etc. Et après, il faut prendre le temps de répéter. Il faut prendre le temps, je pense à des podcasts qu'on a entendus l'année dernière, il faut prendre le temps de s'amuser. Parce qu'en fait, c'est comme un exposé, quelqu'un qui le lit, le nez dedans, il transmet pas énormément. C'est dommage parce qu'il a beaucoup travaillé dessus, il y a mis beaucoup de cœur sans doute, etc. Mais ça transmet peu. Et ça, trouver sa voix, c'est aussi matériellement la trouver. C'est-à-dire matériellement trouver son ton, sa voix, la sortir, ne pas avoir peur, l'exprimer et trouver voilà, ce ton-là de manière agréable en fait. Il faut aussi que ce soit un endroit agréable. Et donc, pour certaines, certains, ça marche en écrivant un texte à Mmh. l'oral, enfin, en écrivant un texte qui ressemble à l'oral, en le lisant et en le relisant, parce que parfois c'est les trois, là vous avez l'impression que c'est une prise efficace, hein. Peut-être que Marie-Micelle y a passé 1 heure et qu'elle l'a fait 10 fois. Enfin, pour que ça sonne juste, c'est un super boulot. Mais plus on avance dans l'exercice, plus ça devient un métier aussi, plus c'est naturel et plus c'est simple voilà, cette tension, elle se résout petit à petit dans la vie, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on écoute la suite? Putain, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que je vais dire. Enfin, si j'ai préparé un petit truc, mais donc oui, là je vais pour rencontrer donc la meuf qui s'appelle Margot Louison, et c'est comme on peut dire, une chasseuse de talent qui est réputée de ouf. Elle a repéré Foresti, elle a repéré Julie Ferrier, et elle va me repérer. Ok? Je pratique l'auto-persuasion, la loi d'attraction. Elle va me repérer. Non mais voilà, en gros, là c'est une chance unique que j'ai. Faut pas que j'affoire. Faut que je respire à mon cou. Je suis légitime à être ici, je suis légitime à être dans ce milieu. Ça va le faire. Je sonne. Putain, j'espère tellement que ça va marcher. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Ou merde, c'est mieux de dire merde. Je dois vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez tout. C'est un podcast qui s'appelle Froutch, F-R-O-O-T-C-H, qui a été fait par une comédienne qui s'appelle Sarah Trey Stéphanie. Et en fait, c'est un podcast hybride entre la fiction et le documentaire. C'est-à-dire qu'elle, dans le podcast, c'est bien son histoire à elle, son histoire de comédienne, trentenaire, qui galère, qui n'arrive pas à trouver un agent, qui n'arrive pas à trouver d'amoureuse ou d'amoureux. C'est bien sa vie, mais elle s'amuse. C'est-à-dire que moi, en écoutant, je ne sais pas si elle me raconte vraiment sa vie, mais elle fait semblant, elle, de raconter sa vie, non seulement de faire ça, donc de nous amener dans son intimité la plus intime, mais en plus, elle prend la forme des notes vocales. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans son sac à main, qu'elle est sur son téléphone en train de nous laisser un vocal où elle nous dit ouah, il m'arrive un truc de fou. On dirait que c'est une amie, vraiment, pour le coup, une pote. D'ailleurs, une pote parfois un peu ennuyeuse parce qu'elle raconte tout. Enfin, c'est vraiment le personnage qu'elle développe dans ce podcast, c'est la copine qui laisse des vocaux qui durent des plombes. Et en fait, à partir de ça, voilà, elle s'amuse avec cette forme-là. Et la fiction, elle la construit petit à petit. Vous n'êtes pas, voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, sachez que c'est possible il y a de plus en plus de gens qui font des podcasts à partir de notes vocales, ou en tout cas sous la forme d'échanges de notes vocales. C'est normal, c'est un format qui fonctionne bien. Enfin, je veux dire, les gens communiquent comme ça aujourd'hui. C'est une manière de communiquer, c'est une manière d'enregistrer aussi les choses, de garder une trace du réel. Il y a de plus en plus de podcasts qui intègrent les notes vocales. Ça, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire, euh, par exemple, j'en sais rien, je prends un exemple, vous voulez raconter je sais pas, vous voulez faire un documentaire sur l'amitié, et ben du coup, vous mettez en scène les messages que vous envoyez à la personne pour dire, voilà, je veux communiquer avec toi, salut, je suis en train de faire un podcast, est-ce que ça te dit de participer? Donc elle, vous voyez, Sarah Trey Stéphanie, elle parle d'elle sous une forme qu'elle a très 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 intime, et en même temps, c'est de la fiction, ce qui la protège aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle y met ce qu'elle veut. Si elle veut jouer un rôle, moi je ne sais pas, moi je ne peux pas, je suis pas capable de distinguer ce qui a un rôle ou non. Et c'est ça qui est aussi génial dans la forme qu'elle a choisie. Je vous conseille enfin, ça dure, il y a 3 saisons, il y a plein d'épisodes et tout, c'est très marrant. On embarque avec elle.
Ce qui est génial, c'est qu'elle s'amuse, elle s'éclate avec l'intime, elle s'éclate avec le jeu. C'est pas du tout du registre du poignant, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est dramatique. C'est pas politique, c'est pas l'intime politique, c'est juste, eh ben, l'intime, il sert à raconter les mésaventures d'une sorte de Bridget Jones contemporaine. Et ça marche super bien comme format. C'est une toute autre manière de faire. Ouais, en plus, c'est vrai que ça, pareil, pour les ados, ça peut être hyper inspirant, quoi, parce que on les voit hein, dans la cour de lycée, se laisser des petits vocaux, etc. Donc, Ah c'est vrai ouais. que, en fait, ouais, ce sont des formes, je pense, qui parlent, quoi. Surtout, ça dit que c'est accessible. Je pense qu'en fait, ça dit à quel point le podcast, ça part de quelque chose qu'ils savent déjà faire. C'est-à-dire qu'ils savent déjà s'enregistrer, ils savent déjà raconter des histoires, ils ont déjà un sens du narratif. Enfin, quand on fait un vocal, en général, on met de l'attention, on essaie voilà, on raconte des histoires, on a un langage, on fait... Enfin, parfois, les podcasts, les vocaux sont des mini-podcasts, littéralement. Donc, ça dit aussi que c'est une forme qui existe, c'est un truc très spontané, c'est un geste beaucoup plus simple à faire que de voilà d'écrire un grand texte sur soi, de mettre des mots sur ses émotions a posteriori. Là, c'est instantané. C'est une photo instantanée de ce qu'on ressent. Ça vaut le coup de manière générale, moi je trouve, de réfléchir, par exemple, au journal intime enregistré. De plus en plus de gens le font, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui avant écrivaient leurs mémoires ou quand voilà leurs états d'âme dans un journal physique avec voilà un stylo. Ben maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font par des notes vocales ou par leur enregistreur sur leur téléphone. Et ça aussi, c'est une manière de dire je. Alors, évidemment, il n'est pas question de donner votre journal intime, de publier comme un podcast, mais ça pourrait être une matière qui ensuite peut vous servir. En tout cas, ça peut être une première manière d'aborder votre intimité et votre première personne. Et voilà, Mm. c'est une façon de faire. On continue à écouter? Pour lancer ce podcast, je vais te raconter, on peut se tutoyer? Bien sûr. Super, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée dernièrement. J'avais participé à une cérémonie qui s'appelle Les Flammes. Et pendant Les Flammes, j'ai reçu une vague de critiques, de haine même, pendant des jours sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, là, j'ai deux choix. C'est soit je prends ces critiques à cœur, je les prends personnellement et je laisse finalement les autres, des gens que je ne connais pas, avoir un pouvoir en fait sur mes émotions et sur mon ressenti, ou soit je décide de prendre du recul, de la hauteur, et j'accepte que bah, c'est pas si grave, les gens ont le droit de me critiquer, même négativement, c'est la vie. Mais je me suis rendu compte que ce cheminement, j'avais réussi à y aboutir après des années. Ça fait 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et que ma vie est constamment jugée. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nos auditeurs, ce serait vraiment intéressant, et même pour moi, de retracer ce chemin et de comprendre avec toi pourquoi est-ce que la négativité, ça fait si mal. Comment ça se fait que les commentaires négatifs, les remarques négatives, les critiques nous font aussi mal. Vous voyez, là, c'est totalement la même matière, c'est-à-dire les émotions que le premier podcast qu'on a entendu, mais c'est une toute autre forme. Elle s'appelle Sally. Sally, c'est une créatrice, elle est juriste à la base, elle est journaliste, elle est créatrice de contenu, et elle a un podcast qui est un podcast qui marche très très bien et très populaire. C'est un podcast vraiment qu'on dit conversationnel, c'est-à-dire que c'est un fauteuil, deux fauteuils, l'un face à l'autre, deux micros, une thématique et on déroule la conversation. C'est vraiment une conversation libre, ce qu'on disait un peu un héritage des radios libres, etc. Euh, Elle a l'idée de ce qu'elle a envie de dire d'elle, etc. Mais vous voyez, c'est comme une conversation entre amis, en fait. Et ça marche super fort aussi. On n'a pas du tout entendu ça l'année dernière dans les podcasts qui ont été envoyés par le jury. On n'a pas du tout eu de cet espace-là, parce que je pense que, voilà, les gens se disent pas toujours que c'est intéressant, ou j'en sais rien. Je sais pas pour quelle raison les gens n'ont pas envie, mais c'est principalement ça le podcast, dans le monde entier. Le 95% des podcasts, je pense, sont des podcasts conversationnels. La poudre Lorraine Bastide, c'était ça. Enfin, je veux dire, c'est des podcasts de conversation, c'est des interviews où l'intervieweuse ou intervieweur sort de son rôle, de sa fonction de journaliste pour partager aussi de son expérience, partager de son intimité, dire je. Enfin, c'est vraiment la plupart des podcasts dans le monde entier, c'est ça. Et j'ai choisi ce podcast-là de Chez Sally, donc, qui est produit par Spotify pour une raison assez simple, c'est qu'il représente une nouvelle forme que le podcast est en train de prendre, qui m'interroge, moi, personnellement, c'est le podcast filmé. Aujourd'hui, les podcasts qui sont adressés aux adolescentes et aux adolescents notamment sont filmés. Parce qu'on part du principe que, et je ne suis pas totalement d'accord avec ça, les ados, ou en tout cas les jeunes adultes,
ont besoin de voir en même temps des images et ne se contentent pas du son pour un tas de raisons, c'est-à-dire notamment des questions de concentration. Et donc, on se dit, ah, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils soient plongés. Donc, on crée un setup très simple de vraiment, voilà, c'est rien, c'est un salon qui est filmé. On met des micros, on met des caméras et juste on filme et on fait à la manière de Twitch aussi ou Mmh. voilà, des plateformes comme ça. On enregistre cette conversation. Il y a de plus en plus de podcasts filmés. Voilà. Ça, c'est un truc qui est en ce moment inspiré des États-Unis également, mais qui est vraiment de plus en plus à la mode. Moi, ma réserve là-dessus, c'est que quelque chose qui est filmé, enfin, pour moi, le son, c'est le domaine de l'intime. Le son, c'est le domaine de l'anonymat aussi. C'est le domaine on n'est pas obligé de donner son physique, on n'est pas obligé de donner son visage, son nom de famille, on n'est pas obligé de donner tant de soi. Enfin, voilà, on choisit ce qu'on donne. Le podcast filmé, c'est quand même une toute autre chose. On est quand même en train de donner donc son histoire, son intimité, mais en plus son image. Et on sait que sur les réseaux sociaux, notamment quand on est une femme ou quand on est, voilà, pour une raison ou pour une autre, une cible potentielle, moi, ça me fait très peur. Par exemple, je ne saurais pas faire des podcasts filmés. Ça fait super peur. Enfin, j'en ai fait quelques-uns, j'ai participé, mais je trouve que ça fait super peur. Et pourtant, c'est la mode. Et donc, voilà, je me disais que dans cet atelier-là, qui s'adresse quand même à un public jeune et adolescent, je ne pouvais pas ne pas leur parler de ce podcast-là, qui est un podcast qui fonctionne, qui leur parle, en fait, tout simplement. Qui leur parle, peu importe ce que moi je ressens quand je regarde des podcasts comme cela. Il y a beaucoup de gens qui adoraient la radio parce que c'est un médium où on pouvait entendre la voix de quelqu'un et ne jamais savoir à quoi il ressemble. Et ça, Mmh. c'était quelque chose qui était très précieux. On est un peu loin de ce temps-là aujourd'hui, mais il y a certaines personnes dans le podcast qui arrivent à conserver leur anonymat. Et ça lie d'ailleurs avec le prochain podcast que je vais vous faire écouter, qui est mon coup de cœur de l'année, enfin, qui m'a chamboulé, en fait, plus qu'un coup de cœur, à vrai dire. C'est trop réducteur. C'est un podcast qui m'a chamboulé, qui s'appelle Mon Odyssée, qui est sorti sur la plateforme Nouvelles Écoutes. Alors, je ne connais pas tout de la démarche, mais je pense que c'est un podcast qui a d'abord été fait par la créatrice, seule, dans son coin. Elle l'a d'abord imaginé, pensé et maturé. Enfin, c'est un podcast qui parle d'un sujet très difficile, de violence qu'elle a subi dans son enfance. Et je pense que c'est un podcast qui a été fait parce que c'est son exutoire, c'est une catharsis. En fait, elle présente réellement, je vais relire les mots exacts qu'elle a utilisés parce qu'ils sont plus forts que ceux que moi je pourrais lui prêter a posteriori. Donc, ça s'appelle Mon Odyssée. Et ce qu'elle en dit, euh, c'est son odyssée aux prises avec ses souvenirs, cherchant par tous les moyens à se reconstruire pour enfin vivre. Voilà, elle s'appelle Lorraine Déborah Chaya, en tout cas, c'est le nom qu'elle nous donne. C'est le prénom et les noms qu'elle nous donne et elle raconte ça. Je vais vous faire écouter un petit extrait. C'est très riche, hein. Il y a 9 épisodes, il me semble, de 45 minutes. C'est vraiment un très long podcast qui, je crois, a demandé un très, très grand temps de production, de création, de réflexion. Et puis, il y a eu plein de niveaux. On aura l'occasion d'en parler juste après ça, si vous voulez, mais il y a eu plein de moments d'enregistrement parce que je pense qu'elle a enregistré à l'époque, puis elle a reconstitué a posteriori des interviews. Puis, elle a fait des montages et enfin, elle a enregistré sa voix. Mais je vous fais écouter pour que vous voyez enfin, comment ça sonne et puis on en discute. Un grand bourreau qui parle fort avec des cheveux bouclés, ça va vite dans mon cœur. Ariel sonne. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Salut. Lui impressionnant. Bah, il est grand, ok. 2 mètres, ok. Mais il est tout fin. Les cheveux poivre et sel, des lunettes, un t-shirt noir et un jean foncé. Je te connaissais pas. Et je me suis dit, en regardant tes yeux, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, elle a beaucoup d'intensité bloquée en elle. Beaucoup de choses à exprimer qui sont contenues. C'est comme si tu sens que ça déborde, tu vois, mais tu mets le couvercle. Et ça déborde quand même, mais tu remets le couvercle. Enchantée, moi c'est Déborah. Bonjour, et moi je suis Monsieur Tonton. Il a l'air hyper gentil. On n'a pas vraiment les mêmes critères d'impressionnant avec Ariel. Va falloir qu'on parle. Il se penche pour me faire la bise et ça me fait rien. Je meurs pas. Dieu ne fait pas descendre la foudre. Oh là là, si mon père savait... D'après la religion, je n'ai pas non plus le droit d'avoir un quelconque contact physique avec un humain du sexe opposé. Et là, je collectionne les mauvaises actions. Je mens à mon père, je fais la bise à Monsieur Tonton, je vais chanter une chanson qui en plus est non juive.
Pourvu que mes blasphèmes s'arrêtent là. C'est un tout petit extrait qui peut-être vous donne, vous ouvre des pistes sur la thématique de ce podcast-là. Il est d'une richesse gigantesque, vraiment, et peut-être que vous l'avez entendu formellement. Dans ce même simple extrait, il y a des archives, des reconstitutions, où elle rejoue la scène de quand elle va sonner chez ce monsieur Tonton, une interview de monsieur Tonton, et elle, a posteriori, sa voix off. La voix off qui va donc raconter. Et ça, enfin vraiment dans ce podcast, c'est une des forces, c'est que je l'ai trouvé extrêmement novateur, innovant. C'est une jeune femme qui avait jamais fait de podcast, elle vient complètement d'autre chose. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et c'est une forme qui ressemble finalement qu'à elle, qu'à son projet, qu'à ce qu'elle avait envie de raconter. Et elle mélange toutes les choses. Et voilà, moi, j'aurais jamais pu imaginer, enfin, j'aurais pas pensé qu'on pouvait faire autant de choses, mettre autant de choses, différentes formes et tester des choses. Et ça a été la preuve que, bah si, en fait, quand on fait quelque chose avec le cœur et qu'on a l'idée, l'intuition, ben, on peut tout tester, on peut tout faire, voilà, on peut se saisir de tous les médiums sonores qui existent. Et ça me permet de faire une dernière petite chose, la voix off, elle est enregistrée toujours dans un podcast, toujours en dernier. C'est la dernière chose qu'on enregistre. C'est-à-dire que la voix off, c'est la dernière chose par ailleurs qu'on peut réécrire, modifier, restructurer. Donc, dans la production d'un podcast en général, donc il y a écrire la trame, faire le scénario, ensuite faire le montage. Et un montage quasiment fini, c'est en général des bouts d'interview, quand on veut avoir une voix off, des bouts d'interview. Et au milieu de ces interviews, il faut la voix off pour créer ce lien-là, pour voilà, réécrire vraiment lier les blocs les uns entre les autres et donner les informations qui peuvent manquer, etc. Elle peut avoir été réfléchie en amont, elle peut avoir été écrite en amont, mais l'enregistrement de la voix off, c'est ce qui arrive en dernier. C'est vraiment le point final en général qu'on donne à un podcast. Donc ça dit aussi à quel point c'est beaucoup, c'est une responsabilité la voix off. Voilà, c'est la première chose qu'on va entendre, mais c'est la dernière qu'on va enregistrer. C'est celle qui va nous permettre de compléter ce qui n'aurait pas été dit par ailleurs. Enfin, voilà, c'était un tout petit point que je voulais souligner parce qu'on n'a pas, quand on n'est pas forcément, enfin moi je le vois, je travaille avec des boîtes qui ont envie qu'on fasse un podcast, ils n'ont pas forcément en tête que c'est la dernière chose qu'on va faire en termes voilà, de timing. Voilà, c'est la dernière chose qu'on fait, la voix off. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs peut-être à éviter en ce qui concerne la voix off? Eh ben, je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle Hélas, c'est le drame de Victoire Tuaillon, qui a fait les couilles sur la table ensuite, mais elle a fait ce podcast qui s'appelle Hélas, c'est le drame, où elle s'intéresse à pourquoi de plus en plus de journalistes parlent de cette manière-là. Et là, c'est le drame. Et là, je suis arrivée à cet endroit-là. Moi, je considère que c'est un des écueils de la voix off, c'est d'imiter le ton journalistique. Vraiment, et de limiter. Certains savent très bien le faire, moi je ne sais pas bien le faire, et puis souvent c'est pas très agréable. Je pense que c'est un des écueils de la voix off, c'est voilà, de jouer au journaliste, de jouer d'imiter ce qu'on a déjà entendu, et moi je conseille d'éviter ça, en tout cas d'essayer d'éviter ça, parce que c'est un ton qui est finalement pas très agréable, qui dramatise un peu tout, qui donne l'impression que tout est traité sur le registre du fait divers, et qui en Mm. fait est une manière de vous éloigner de votre vraie voix. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien de plus neutre que la voix journalistique. La voix journalistique, on ne sait pas qui c'est. On ne connaît pas le nom du journaliste en question. C'est vraiment une voix qui est faite normalement pour transmettre de l'information pure. Si vous faites un podcast documentaire en première personne, a priori, c'est pas ce que vous avez envie de faire. A priori, vous avez envie de donner de vous, vous avez envie de donner de votre histoire, de votre intimité, à vous de définir selon quelle intensité, hein, ça ne veut pas dire tout donner, mais... Et donc, moi, voilà, je conseillerais d'essayer d'éviter, enfin, voilà, essayer d'éviter de reproduire ces tons trop formels. Et donc, ça veut aussi dire parler avec le sourire. Ou en tout Mm. cas, penser en radio. On dit beaucoup de parler avec un grand sourire sur le visage. En fait, le grand sourire sur le visage, on a peur quand on n'a pas l'habitude que ça sonne un peu niais, que ça sonne un peu béni oui oui, et bonjour, coucou et tout. En fait, pas du tout. Parler avec un sourire, ça fait juste une voix plus chaleureuse. Ça fait juste une voix qui est plus agréable à écouter, qui est plus agréable à entendre. Un autre conseil que je vais me permettre de vous donner, je le respecte pas toujours, c'est de parler lentement.
On a peur quand on prend le micro. Là, même si vous n'êtes pas beaucoup, j'ai peur. Donc, je parle vite et voilà. Respirer. Il faut essayer voilà, de prendre les choses calmement, posément, se dire que c'est un plaisir aussi, que vous le faites a priori par plaisir. Et donc voilà, essayez de vous amuser avec un ton plutôt espiègle, souriant, en tout cas un ton qui ressemble à votre personnalité. Ça veut aussi dire dans le registre de langue, moi je refuse que les gens gomment leur accent. Je refuse, enfin, les écoles de journalisme ont passé des années à formater, par glottophobie, comme on dit, les différents accents chez les gens, à leur dire, et non, si tu parles comme ça, c'est pas sérieux. Si tu as un accent du sud, du nord, de je sais pas où, c'est pas sérieux. C'est le podcast. Le podcast, c'est votre langue, c'est votre accent, c'est vos expressions, c'est votre manière de parler. Laissez de la place à ça. Laissez surgir justement cette première personne dans le relief qu'elle a. Parce qu'en fait, cette première personne, avoir un accent, ça dit aussi qui on est, en fait. Avoir un accent, avoir des expressions, pas avoir mélangé sa langue avec de l'occitan, je sais pas, du patois, je sais pas où, du ch'timi, enfin, ça dit qui on est. Et c'est une manière de communiquer aussi. C'est une manière de se livrer. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Moi, les podcasts que j'aime sont ceux où j'ai l'impression que la personne voilà, elle donne aussi ça. Enfin, c'est un échange, c'est un donnant-donnant. Nous, on donne le temps d'aller écouter et la personne nous donne aussi de son histoire personnelle. Donc vraiment, ne gommez pas ce qui serait conçu dans le formalisme journalistique comme une aspérité ou comme un truc comme ça. Le gommez pas, vraiment. Allez-y, les jeunes notamment, vous avez vos expressions, elles sont marrantes, elles sont cool. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rigoler quand j'écoute quand je suis jury sur un podcast de jeunes que de rien comprendre et d'essayer de me dire, Ouah, en fait, c'est ça que les jeunes disent, ok, ils parlent comme ça. Enfin, voilà, ça veut pas dire faire un truc qui n'est adressé que à soi, à un entre-soi, mais ça veut dire trouver un équilibre entre se gommer complètement et voilà. Ce serait mon petit conseil. Déjà, savoir ce que t'évoque le thème de cette année, métamorphose. Pour moi, la métamorphose, c'est toujours je le vois comme un papillon. Je pense que chaque fois, je l'ai en tête comme une mue, en fait, plus qu'une métamorphose, c'est-à-dire qu'on laisse quelque chose derrière soi, mais on n'aurait pas pu être cette chose-là si on n'avait pas eu la chose avant. Donc voilà, je le vois comme ça, je le vois comme quelque chose qui a une sorte de bagage, un peu la métamorphose. Je pense j'imagine que, voilà, il y a des métamorphoses qui sont plus politiques que d'autres, qui sont plus, qui charrient des combats, qui charrient voilà, des vécus, euh, des intimités. Et ça, j'ai hâte d'écouter ce que vous allez recevoir, ce que vous allez primer, parce que je pense que c'est des adolescents contemporains ont beaucoup de choses à raconter là-dessus, je pense. Et on vit une belle époque, notamment pour se libérer de voilà, de certaines choses. Et si, voilà, si moi j'avais dû penser à la question de la métamorphose, alors c'est difficile, 20 ans plus tard, non, ouais, de se dire ce que j'aurais fait. Mais ouais, je sais pas exactement. Je pense que j'aurais peut-être voulu parler du corps, j'aurais peut-être voulu parler de ces choses-là, du corps qui change. Et encore, je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire à l'époque, en étant un peu jeune. C'est difficile, c'est des sujets très personnels. Peut-être que j'aurais parlé aussi du fait que je quittais ma ville natale pour aller dans un autre endroit et que j'avais l'impression de quitter un monde pour un autre, en mettant à distance peut-être mon passé, mon enfance, de me métamorphoser en adolescente et en laissant derrière moi ce passé d'enfance. Peut-être que j'aurais fait ça, je pense. Merci encore, Sophie. Et puis, Merci à vous. merci, à vous toutes et tous. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et participé. Au revoir.